Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. 19h30 à Kinshasa, une heure de plus en Ituri, dans son chef-lieu Bunia. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition. D'abord, le titre. Au sommaire de ce journal, le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda ont tué au moins 319 civils, dont 48 femmes et 19 hommes au mois de juillet dans l'est du Congo, a déclaré Volker Turk, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, citant des témoignages de première main. Nous aurons ces détails dans ce journal. Et puis en République démocratique du Congo, la répartition de biens d'héritage après les décès des parents suscite de nombreuses interrogations. Pourtant, selon la loi congolaise, elle s'est faite de manière équitable. Plus de détails également dans ce journal. Et puis à l'international, plusieurs pays africains s'attellent à renforcer leur souveraineté énergétique en s'appuyant sur leurs ressources renouvelables. Le cas de la Côte d'Ivoire. On va débuter par cette information. Les discussions vont-elles vraiment reprendre à Doha alors que la reprise du dialogue est annoncée pour ce vendredi 8 août dans la capitale du Qatar? Le doute plane. Dans une vidéo diffusée ce jeudi 7, plusieurs membres de l'AFC assurent ne pas s'être rendus au Qatar. Du côté du gouvernement, c'est silence radio. Aucune communication officielle n'a filtré à ces stades. La rencontre aura-t-elle bien lieu ou faut-il s'attendre à un nouveau report? Les réponses sans doute dans les heures qui vont suivre. Et puis, comme annoncé en titre, le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda ont tué au moins 319 civils, dont 48 femmes et 19 enfants au mois de juillet dans l'est du Congo, a déclaré Volker Turk, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, citant des témoignages de première main. Une partie de provinces du Nord et Sud Kivu est sous la terreur et la violence, selon le Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme. Certains territoires de Rutshuru, dont la province du Nord Kivu, ont produit l'un des bilans de morts le plus important documenté depuis la résurgence du M23 en 2022. Patrick Ilunga. Les 319 civils tombés sous les balles du M23 s'ajoutent à la longue liste de victimes de la violence imposée dans une partie du Kivu par ces rebelles. L'information sur la tuerie en masse dans le Kivu fait réagir même loin des frontières de la RDC. Le ministre belge des Affaires étrangères Maxime Prévost s'est dit profondément indigné par le nouveau massacre de plus de 300 civils. Il s'agit des crimes insoutenables qui ne peuvent pas rester impunis, dit-il, avant de poursuivre. Plein soutien aux mécanismes nationaux et internationaux d'enquête en vue de poursuivre les auteurs et responsables de ces faits odieux. L'accès aux zones contrôlées par le M23 devrait leur être accordé afin de faire toute la lumière. Le ministre belge insiste sur la nécessité de protéger les civils. Il a également lancé ensuite un message en soutien et respect au processus de paix, notamment la déclaration de principe de Doha. Le M23 et le gouvernement congolais se sont engagés à œuvrer pour la paix d'ici le 18 août. Les conclusions du Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme indiquent que les meurtres avaient eu lieu dans 4 villages de Rutshuru entre le 9 et le 21 juillet et que la plupart des victimes étaient des agriculteurs locaux campant dans leurs champs pendant la saison de plantation. Au nord et au sud Kivu, les civils sont pris au piège par la violence devenue quotidienne dans certaines villes et localités. Ces civils espèrent au retour de la paix dans cette zone après que le Rwanda et la RDC ont signé un accord de paix.
Rendons-nous à présent en Ituri où plus de 60 combattants du groupe armé CRP de Thomas Lubanga ont été capturés sur le rive du lac Albert dans le territoire de Djougou. Une opération militaire en cours dans les localités de Chiomia et Nyamamba a permis cette avancée. Ces miliciens affaiblis ont évoqué des conditions de vie déplorables dans la brousse. Reportage Harvey Landringoy. Ce sont les visages défaits de la milice CRP de Thomas Lubanga. Plus de 60 combattants arrêtés ou rendus ont été présentés au commandant du secteur opérationnel de l'Ituri, le général-major Bruno Mandevou. Une cérémonie qui s'est déroulée à la 332e base des forces navales. Ces hommes, qui se sont rendus avec quelques armes et munitions, affirment avoir été contraints à déposer les armes face à la puissance de feu des forces armées de la République. Nous étions sérieusement frappés et on ne savait où se retrancher. On était nombreux. D'autres sont dispersés et d'autres ont fui même jusqu'à l'Ouganda. Nous ne savons même pas la destination des autres et d'autres sont morts. Le gouvernement nous a bien accueillis tous. Je ne peux plus rentrer en brousse. Je vais rester aux côtés du gouvernement. Si je rentre pour la deuxième fois, que le gouvernement s'occupe de moi, car j'aurais agi comme un insensé. L'armée congolaise maintient la pression sur les groupes armés actifs le long du littoral du lac Albert. Objectif, imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du territoire de Djougou. Nous appelons les autres à ne pas hésiter, de sauver leur vie, de quitter la brousse et de se rendre aux forces armées de la République démocratique du Congo pour avoir la vie sauve. Et plus rien ne sera comme auparavant. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, les forces armées vont imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. Thomas Lubanga, c'est un criminel. Il ne faut pas le suivre. Ces opérations militaires s'inscrivent dans la vision du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, lieutenant-général Lubuya Kashama Johnny, déterminé à ramener la paix dans cette province en proie à l'insécurité depuis des années. Restons dans cette province qui se trouve dans la partie orientale de la République démocratique du Congo pour nous rendre cette fois-ci dans son chef-lieu à Bunia où les attroupements deviennent de plus en plus rares et le retour tardif s'estompe dans les habitudes quotidiennes. Cette évolution s'inscrit dans le respect des consignes strictes données par les commandants de la ville en réponse à la série de tueries attribuées aux ADF. Pendant que la population collabore en adoptant des comportements prudents, la police et l'armée intensifient les opérations pour déjouer le plan des assaillants et renforcer la sécurité. Correspondance particulière de Papi Kilongo. La population de la ville de Bunia, dans la province de l'Ituri, vit dans la peur. Elle préfère garder son calme, bien qu'elle a beaucoup à dire sur l'insécurité urbaine qui a atteint un autre niveau inquiétant. Si la tuerie par fusillade n'est pas journalière, elle est hebdomadaire et de blessures par balle, couplées à de pertes matérielles, s'enregistrent comme de dégâts collatéraux. Du boulevard principal jusqu'à des rues secondaires, les activités qui allaient jusqu'à tard dans la soirée s'arrêtent un peu plus tôt que d'habitude à cause de la peur. Les tenanciers des shops des mobiles monnaies, les principales cibles sont bien mal à l'aise que d'autres opérateurs économiques. Les tueurs sont assimilés dans la population, les habitants ne savent à qui faire confiance. Pendant ces temps, les services de sécurité continuent à rassurer la population. D'un côté, les enquêtes sont en cours, disent les services de sécurité, et de l'autre, des civils continuent à périr. Entre espoir et crainte, le mode de vie des habitants de Bunia a basculé. Dans la bouche des populations qui refusent même de se confier aux journalistes, ne sort que des appels au gouvernement congolais de restaurer la sécurité, pas seulement en ville de Bunia, mais dans toute la province de l'Ituri. On va revenir à Kinshasa où Joseph Kabila est poursuivi notamment pour participation à un mouvement
insurrectionnel, crime de guerre et trahison, allais-je dire. L'ancien président de la République fait face au procès, aux enjeux majeurs devant la haute cour militaire. Les conclusions de différentes parties sont attendues dans 2 semaines, soit le 21 août prochain. C'est jeudi, lors de la 3e audience, la partie civile représentant la RDC a déposé 2 pièces au dossier censé démontrer que Joseph Kabila ne serait pas de nationalité congolaise. Selon maître Richard Bondo, l'un des avocats de la partie civile, l'un des documents présentés, le pacte de paix de Nairobi, montre que l'ancien chef de l'État qui a dirigé les pays pendant 18 ans y aurait apposé sa signature sous le nom d'Hippolyte Kanambe, une information qui, selon lui, corrobore avec les déclarations de Jean-Pierre Bemba affirmant que Joseph Kabila serait de nationalité rwandaise. Suivez le précision de Richard Bondo dans ses propos recueillis par Dom Omat. Oui, disons, le problème ici, c'était de clarifier l'identité vraie. Vous savez, votre confrère Pascal Boniface, dans son livre « Les 50 idées reçues », insiste sur les évidences et la réalité. L'évidence, c'est le stéréotype que le prévenu est connu de tout le monde comme Joseph Kabila. Est-ce la réalité? Donc, c'est cette clarification que nous avons voulu porter à la connaissance de la haute cour. Et à travers elle, dans son arrêt, le peuple congolais et le monde entier sachent que le prévenu tient à sa vraie identité quand il signe dans les documents officiels comme des accords internationaux où il représentait la RDC. Et la signature, pour ceux qui n'en connaissent pas la signification, la signature est définie comme le nom ou la marque personnelle en bas d'un texte, d'un document. Et le texte que nous avons produit, c'est 2 accords internationaux où M. Kabila, connu comme tel Joseph Kabila, en 2007, signe Joseph Kabila tout court, c'est dans le pacte sur la sécurité et la stabilité en RDC, dit l'accord de Nairobi. Et en 2013, il signe Joseph Kabila Kabange cette fois-ci, mais garde la même signature où vous avez H qui signifie Hippolyte et Kanambe, son vrai nom. Voilà la réalité que nous avons voulu, dans un débat aussi attendu par le peuple congolais et l'opinion internationale, porter cet éclairage décisoire. Toujours en justice, l'absence de témoins régulièrement cités devant une juridiction n'empêche pas le bon déroulement du procès, selon maître Jean-Paul Moukokoli, avocat du barreau de Kinshasa à Matete. Un témoin défaillant peut être sanctionné, mais son absence n'influence pas la décision finale du juge si ces derniers estiment avoir suffisamment d'éléments pour trancher. Écoutez, maître Jean-Paul Moukokoli, au téléphone par Patience Lokeke. La non-déposition d'un témoin régulièrement à temps ne peut pas avoir une influence sur un jugement ou un arrêt. Lequel témoin, bien que régulièrement cité et à temps, n'a pas comparu, le tribunal a la possibilité de les condamner.
et on l'appelle témoin défaillant. On peut les condamner pour une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende. Ça dépendra de la décision du juge. Et le tribunal ne peut pas l'attendre ou le tribunal ne peut pas aller prendre quelqu'un de force de chez lui pour venir témoigner. Voyez. La sanction est celle-là. Le tribunal peut condamner cette personne-là pour le fait pour lui ou pour elle, parce qu'il s'agit d'une personne, de ne pas se présenter devant les juges. Mais la loi donne la possibilité à une telle personne, lorsqu'il est au courant de sa condamnation pour le fait pour lui de ne pas se présenter devant les juges, de revenir devant le même juge et présenter des excuses légitimes au juge pour le fait pour lui de ne pas se présenter, bien que régulièrement invité, et le tribunal peut l'exempter de cette condamnation. Lorsque le tribunal ou la cour s'estime édifié par rapport à l'instruction de la cause, cela ne peut pas empêcher les juges à pouvoir se prononcer. Ça ne peut pas empêcher les juges à prendre une décision par le fait que lorsque le tribunal ou la cour s'estime édifié, peut clore le débat et venir rendre sa sentence. Dans un registre sociétal et juridique, de nos jours en République démocratique du Congo, la répartition de biens d'héritage après les décès des parents suscite de nombreuses interrogations. Pourtant, selon la loi congolaise, c'est fait de manière équitable. C'est ce qu'explique un avocat au téléphone de Rosie Chioyo qui nous donne ces détails. Suivez à cet élément. La question d'héritage en République démocratique du Congo est devenue une source de conflit. Les familles se divisent, chacun réclamant ce qui lui revient de droit, parfois de manière brutale. Pourtant, selon la loi congolaise, toute répartition doit se faire de manière équitable pour le bénéfice de tous, comme nous explique maître Joachim Moubenga. La loi oblige d'abord qu'il y ait liquidation du régime matrimonial. Parce que lorsque deux personnes se marient, ils choisissent un régime matrimonial, c'est-à-dire la façon par laquelle ils vont gérer leurs biens. Et la loi prévoit bien sûr trois régimes matrimoniaux. Ça peut être la communauté universelle de biens, la communauté réduite aux acquis ou encore la séparation de biens. Et tenons dans le contexte où les époux ont opté pour la communauté universelle de biens et que l'un des époux décède, ce qui implique que pour arriver au partage de biens, il faudra liquider le régime matrimonial. Et cette liquidation passera par un inventaire de biens, parce que dans le régime matrimonial de communauté universelle de biens, les époux ont tout le bien en commun. Bien sûr, hormis les exceptions telles que le prévoit la loi, mais l'on suppose que tout le bien, ou disons la plupart des biens, appartiennent aux deux époux. Et c'est dans ce contexte-là qu'il sera fait un inventaire où l'on va relever le bien qui seront donnés aux conjoints survivants et de catégorie. C'est-à-dire les enfants du découyus bénéficient du 3/4 de cet héritage. Il est toujours important de déclarer ses biens dès son vivant afin d'éviter tout conflit en cas de décès. En cas d'injustice, les recours à la loi restent la meilleure solution pour assurer une répartition équitable de biens. Et l'une des bonnes nouvelles de cette journée du jeudi nous provient de Nairobi au Kenya où après sa défaite face au pays hôte en première journée, le Léopard à prime de la République démocratique du Congo se sont relancés en battant le Chipolopolo Boys de la Zambie sur la marque de 2-0. En ce jour, les 2 buts congolais ont été inscrits par Ibrahim Matobo et Orso Mwaku. Le film de cette rencontre dans ces récits.
Dans une rencontre qui a tenu toutes ses promesses, les Léopards A' de la RDC s'y relancent après leur défaite face au Kenya avec une victoire de 2-0 face aux Chipolo Boys de la Zambie. Grâce à un effectif remanié par rapport à la première rencontre, la RDC arrive à gagner son premier match dans cette compétition depuis la 6e édition disputée au Cameroun. En effet, tout s'est décidé en deuxième période. Sur une remise de Jephté Kitambala, Ibrahim Matobo frappe en première intention et trompe le portier zambien. 1-0 pour les Léopards à la 52e minute. Le premier but donc de l'équipe nationale depuis le CHAN au Cameroun. 19 minutes après, soit à la 71e minute, Orso Mwaku, entré en jeu, alourdit la marque. Lancé en profondeur, Oscar Kabouit, auteur d'un excellent match, sert parfaitement l'attaquant du FC Saint-Éloi Lupopo qui frappe en pleine course et marque. La RDC remporte sa première victoire dans ces CHAN et se relance dans la compétition. Belle prestation des hommes d'Otis Ngoma qui ont tout donné pour décrocher ces succès. Notons au passage la première victoire du sélectionneur A' des Léopards en match officiel du CHAN après 4 rencontres sans succès. Le prochain rendez-vous est prévu dans une semaine contre le Palancache Negras d'Angola. En cas de victoire, la RDC va valider sa qualification au prochain tour avant même d'affronter le Maroc lors de la dernière journée. Voilà, c'est donc avec cet élément de sport que nous recevons sur ce plateau et ce sera pour la première fois dans cette grande édition du journal télévisé Hervé Landringoï à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Blest. Alors, les Léopards, c'est l'actualité aujourd'hui. Les Léopards qui se sont relancés donc après leur match perdu face au pays hôte, l'un des pays hôtes, le Kenya, dimanche dernier, 1-0, 2-0 et donc le score aujourd'hui après cette rencontre face aux Chipolo Boys. Quelle analyse faites-vous après donc ces succès qui, on va dire, est quand même mérité pour les Léopards? Merci beaucoup Blest. Après la première défaite lors du match inaugural face au Kenya, qui est l'un des pays organisateurs de cette compétition, la RDC devait normalement se relancer avec cette victoire. Une victoire qui vient après une très belle prestation parce que vous êtes sans ignorer que l'entraîneur lui-même avait signalé et qu'il avait certains joueurs avaient des problèmes administratifs, chose qui a fait à ce que l'équipe avait enregistré la défaite lors de la première rencontre. Okay. Donc, chose réglée avec la situation administrative. Vous voyez, l'entraîneur... Il a aussi opéré plusieurs changements. L'entraîneur a aligné une très bonne équipe sur terrain. Okay. Parce que vous ne devez pas oublier que l'équipe ramenée du côté du Kenya par les sélectionneurs, c'est une équipe d'abord solide, une équipe qui a plein d'individualités et aussi une équipe soudée et aussi une équipe collective. Donc, il y a du talent. Ils sont de meilleurs joueurs qui nous ont vraiment prouvé durant cette Lina Foot, surtout cette phase des playoffs. Oui. Donc, la RDC a du potentiel. Donc, le match, la première rencontre était juste une rencontre qui une défaite. La RDC n'a pas... Une défaite qui cachait vraiment plein d'histoires. Donc, avec cette victoire, c'est une façon aussi de relancer l'équipe pour les prochaines joutes. J'espère que le match suivant, la République démocratique du Congo, avec cette sélection, tous ces joueurs pourra vraiment faire face à l'équipe angolaise qui est aussi très déterminante. Voilà, vous avez d'ailleurs parlé de l'Angola qui est le prochain adversaire de la RDC, d'où ma seconde question. L'Angola qui aujourd'hui a failli battre le Kenya au forceps si l'arbitre n'avait donc pas refusé le but pour une position litigieuse du joueur angolais. L'Angola qui compte à ce jour 1 point en 2 sorties après avoir perdu face au Maroc et fait match nul face au Kenya. Et une équipe d'Angolaise très sérieuse. Voyez-vous comment cette rencontre qui va se jouer, en tout cas, on dira dans une semaine, le 14 août pour être un peu plus précis, donc vraiment dans une semaine, jour pour jour. Qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre? Pensez-vous que la RDC aura le mental pour pouvoir ramener le 3 points avec cette équipe d'Angolaise qui est très sérieuse dans les jeux?
Blest, nous devons d'abord revenir sur l'histoire. La République démocratique du Congo a déjà joué presque 5 confrontations avec cette équipe angolaise au niveau de cette compétition du CHAN. Donc, l'histoire nous renseigne que la RDC n'a pas perdu aucune rencontre. Sur les 5, la RDC a enregistré 4 victoires avec une seule défaite. Donc, ce qui prouve que la RDC est favorite sur papier, mais avec cette victoire d'aujourd'hui, la RDC reste déterminée pour la prochaine. Ça booste quand même le moral. Ça booste le moral et aussi la RDC reste déterminée pour cette prochaine rencontre. N'oubliez pas que l'équipe angolaise aujourd'hui n'a pas à montrer tellement des failles et c'est une équipe aussi soudée. Au niveau de la défense, une très belle défense et aussi au niveau de l'attaque. Donc à un certain moment, j'espère que si l'entraîneur du jour, l'entraîneur Otis Ngoma, préservait vraiment les acquis de cette rencontre jouée face à la Zambie, j'espère que la RDC pourra faire aussi de belles prestations parce que vous êtes sans ignorer que nous sommes dans un pool de 5. Donc, on n'aura besoin que de 2 premiers. Donc, la troisième sortie du Léopard sera aussi déterminante parce que la RDC doit obligatoirement battre son adversaire du jour pour bien se positionner en attendant de croiser le Maroc lors de la dernière sortie. Le Maroc qui est en tête de ces groupes A avec 3 points. Donc, c'est plutôt les Kenya qui viennent d'avoir 4 points. Les Kenya viennent d'avoir 4 points et le Maroc vient en 2e position. Justement. Donc le Maroc qui est notre 3e ou 4e adversaire. Donc la RDC doit faire de tout son mieux pour gagner cette rencontre face à l'équipe angolaise qui n'est pas aussi une équipe moindre parce qu'elle a prouvé de quoi elle est capable sur terrain, surtout face à une équipe qui jouait devant son public. Donc à un certain moment, c'était une très belle rencontre. La RDC doit se préparer en conséquence et le sélectionneur Otis Ngoma a pratiquement une semaine pour préparer cette rencontre. Voilà, RDC Angola, le rendez-vous est donc pris pour le 14 août prochain pour le compte de la 3e journée. Une rencontre qui va être très déterminante pour les Léopards, surtout qu'en cas de victoire, les hommes de Otis Ngoma vont s'y qualifier pour le prochain tour sans dépendre du match face au Maroc. Hervé Landry-Ngoï, je vous remercie pour votre intervention. C'est à moi de vous dire merci. Voilà, c'est donc avec cette information sportive que nous allons nous envoler en dehors de frontières congolaises. Plusieurs pays africains s'attellent à renforcer leur souveraineté énergétique en s'appuyant sur leurs ressources renouvelables en Côte d'Ivoire. Ce processus se poursuit avec l'implication d'un développeur local dans un projet solaire de grande envergure. Suivez. En confiant à l'entreprise ivoirienne Tongo Solaire la construction d'une centrale photovoltaïque de 52 MW à Bengue, l'État ivoirien envoie un signal fort en matière de participation locale dans la transition énergétique. Prévu pour être opérationnel avant fin 2027, ces projets s'inscrivent dans le plan d'urgence énergie 2026-2030 qui prévoit l'ajout de 2570 MW de nouvelles capacités au mix national, dont 925 MW issus du solaire. L'investissement annoncé atteint 33 milliards de francs CFA, soit 58,5 millions de dollars américains. La centrale produira 90 gigawatts par an, couvrira le besoin de 30 000 foyers et permettra d'éviter l'émission de 39 000 tonnes de CO2 chaque année. Ceci survient dans un contexte où la quasi-totalité de centrales solaires planifiées ces dernières années ont été portées par des développeurs étrangers. Ainsi, en conjuguant ressources renouvelables locales et expertise locale, la Côte d'Ivoire pave la voie pour une souveraineté énergétique construite de l'intérieur. Reste à voir si cette dynamique s'inscrira dans la durée et bénéficiera à d'autres entreprises ivoiriennes. Et puis après la vente d'une grande partie de son portefeuille d'actifs, Tullow Oil revoit ses objectifs de production à la baisse, confirmant une stratégie de recentrage sur le Ghana, mais aussi une fragilité croissante liée à « l'absence de relais de croissance ». Rachel Missinga.
Tullow White a annoncé mercredi une réduction de ses prévisions de production pour l'année 2025. Désormais attendu entre 40 000 et 45 000 barils équivalent pétrole par jour, la production ciblée recule de près de 20% par rapport aux objectifs précédents de 50 000 à 55 000 barils. L'ajustement s'explique principalement par la vente des actifs gabonais à Gabon Oil Company, conclu en mai pour un montant de 30 millions de dollars. La nouvelle, couplée à une perte nette de 80 millions de dollars au premier semestre, a immédiatement pesé sur les valeurs de l'entreprise dont l'action a chuté de 10% en bourse dans la matinée. Les marchés y a vu non seulement l'impact comptable d'un portefeuille allégé, mais aussi la confirmation d'un repli stratégique prolongé, concentré désormais presque exclusivement sur les actifs du Ghana. Depuis 2020, Tullow a en effet entamé une série de désengagements. Ouganda, Kenya, puis Gabon pour recentrer ses opérations sur Jubilee et TEN, ces deux champs offshore au Ghana, une stratégie qui a permis de ramener sa dette nette sous la barre des 1,5 milliard de dollars fin 2024, au prix toutefois d'une réduction de son empreinte géographique et d'une exposition accrue des actifs vieillissants. Les groupes a produit en moyenne 40 600 barils au premier semestre, au niveau quasi stable par rapport à l'année précédente, mais qui souligne l'absence de progression réelle depuis la montée en puissance du Jubilee Soudos fin 2023. Avec plus de 90% de sa production désormais concentrée au Ghana, Tullow reste extrêmement vulnérable à tout incident technique ou juridique sur ces deux gisements phares. Les champs Jubilee a déjà connu par le passé plusieurs campagnes de réévaluation de réserves, de baisse de performance et des interruptions opérationnelles. L'échantine, quant à lui, n'a jamais atteint ses objectifs initiaux. Des difficultés qui font craindre à certains observateurs que Tullow ne puisse pas payer ses dettes ni pouvoir stabiliser ses finances à moyen terme. Place à présent à la lecture de journaux parus dans la ville de Kinshasa en ce 7e jour du 8e mois de l'année 2025 avec la sélection et les commentaires de Don Momad et l'accompagnement de Serge Kaniki. Bienvenue à cette revue de presse. Le procès de Constant Moutamba, ex-ministre d'État de la Justice, poursuivi pour un présumé détournement de fonds publics, a franchi un cap important le 6 août devant la Cour de cassation. Le potentiel souligne que l'audience tant attendue s'est tenue sans la comparution de la première ministre Judith Suminwa, pourtant citée dans plusieurs pièces du dossier. En revanche, certains témoins clés entendus ont offert des témoignages jugés favorables à la défense, affaiblissant la position du ministère public. Le journal décrit un procès sous haute tension où les lignes entre justice et règlement des comptes politiques semblent de plus en plus brouillées. En l'absence d'éléments matériels probants, les sentiments croient qu'un dossier monté à la hâte et même d'une cabale politique selon plusieurs observateurs destinés à écarter un acteur influent. Pendant ce temps, Africa News braque les projecteurs sur l'affaire Mukilango qui revient comme un boomerang, mettant en cause Nicolas Kazadi, ex-ministre des Finances, la société turque Milvest et Pius Mabilou, alors ministre d'État de l'Urbanisme. Tous sont soupçonnés d'avoir violé la loi sur la passation des marchés publics dans un projet de relogement des 1000 maisons à Mongafula lancé sur instruction du président Tshisekedi. Le contrat d'un montant de 43 millions de dollars américains a été modifié par avenant sans justification technique ni financière, tandis que les maisons qui devraient être livrées en février 2024 sont restées à l'état de construction inachevée. Dans un tout autre registre, Forum des As revient sur les tensions politiques internes. Le porte-parole de la Mouka, Prince Epenge, a profité d'un passage sur TV5 Monde pour appeler à un dialogue national inclusif, seul moyen selon lui de réconcilier le Congolais et de sortir un pays au bord du précipice de ses multiples impasses.
À l'international, Info 27 salue le renouveau diplomatique de Kinshasa en Amérique latine. La RDC, après 40 ans de relations discrètes, s'ouvre à l'Uruguay, l'Argentine et le Brésil. Cette tournée, qualifiée de signal fort, vise à diversifier les alliances et à promouvoir la coopération sud-sud dans une optique de développement partagé. Les accords conclus en Montevideo ouvrent la voie à un possible partenariat avec les Mercosur et positionnent Kinshasa au cœur des dynamiques émergentes. Sur le terrain urbain, le phare revient sur les démolitions de constructions anarchiques à Kinshasa. Après Kitambo, Barumbu et Massina, le bulldozer de l'hôtel de ville ont notamment investi les abords de la voie ferrée sur l'avenue Petro-Congo, marquant une nouvelle phase de cette campagne controversée de libération des espaces publics. Enfin, Géopolis alerte sur une montée inquiétante de la criminalité organisée dans la capitale. Le braquage sanglant d'un véhicule de transport de fonds à Rigini le 4 août illustre la dangerosité d'un mode opératoire de plus en plus courant. Des attaques menées à moto en plein jour et exécutées avec une coordination redoutable. La moto est devenue l'allié idéal des criminels, résume le journal en pointant un secteur laissé à l'abandon sans immatriculation, ni encadrement, ni traçabilité. Tant que ces flou persistera, conclut Géopolis, les forces de l'ordre auront du mal à suivre le rythme et les Quinois continueront de vivre dans la peur d'être le prochaine cible. Fin de cette revue de presse. Au revoir. C'est donc avec ces mots d'au revoir de Dans mon mat que nous clôturons également ce journal. Mais avant de nous séparer, place au rappel de 3 principaux titres. Vous avez suivi dans ce journal que le rebelle du 1-23 soutenu par le Rwanda ont tué au moins 319 civils, dont 48 femmes et 19 enfants au mois de juillet dans l'est du Congo, a déclaré Volker Turk au des parents suscitent de nombreuses interrogations. Pourtant, selon la loi congolaise, elle s'est faite de manière équitable à l'international. Plusieurs pays africains s'attellent à renforcer leur souveraineté énergétique en s'appuyant sur leurs ressources renouvelables. C'est donc la fin totale de ce journal, madame, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous de cette grande édition est fixé pour demain avec Patrick Ilunga. N'oubliez pas, si tu veux aller loin, respecte le processus. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.